Ça, ma stratégie, c'est que je n'ai pas de résidence principale. Donc, comme quoi, c'est possible d'emprunter sans CDI. Et le rêve s'est effondré dès le début. Mais je pense qu'il faut pas faire une fixette sur l'immobilier. Ouais, tu te fais éclater en deux en termes d'impôts. Aujourd'hui, au coin de ma rue, j'ai croisé Mounir. Mounir, c'est le fondateur de Finery, une application pour suivre son patrimoine. Mounir, c'est la meilleure personne à connaître pour bien optimiser ses investissements. Il est locataire de sa résidence principale, mais il a quand même acheté 2 appartements. Il a investi dans des SCPI, dans la bourse. Il va nous donner toutes les meilleures astuces pour bien optimiser son patrimoine. Au coin de ma rue. Salut Raph. Merci de venir dans le podcast. Avec plaisir. On va parler Finery, on va parler immobilier, on va parler de ta stratégie d'investissement dans des appartes. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'as acheté ton premier appartement? C'est une très bonne question. Moi, je suis pas du tout dans une famille où on achète de l'immobilier pour investir. Donc, c'était un sujet un peu mystérieux pour moi. Plus j'ai un background franco-allemand et en Allemagne, on n'est pas très investisseur immobilier. Donc, c'était très abstrait. Et donc, j'ai longtemps repoussé le premier achat. Et en fait, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai un ami qui est marchand de biens, qui m'appelle un jour et qui me dit « Tiens, j'ai ça à vendre, est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, j'ai visité, j'ai dit « Bah, ouais, ça a l'air bien, je vais acheter dans le doute. » Je suis allé voir une banque, ils m'ont prêté. Et donc, ça s'est vraiment fait par hasard, sachant que c'était un bien locatif. Et donc, c'est d'ailleurs ça ma stratégie, c'est que je n'ai pas de résidence principale. Ok. J'ai que des biens locatifs. Et donc, c'était vraiment purement par hasard. Et en fait, ça s'est quand même très bien passé dans l'ensemble, même si je te raconterai toutes les galères que j'ai eues dès le début. On va en parler, ouais. Mais ça a été c'est par hasard. Et ça faisait longtemps que je me disais, tiens, c'est intéressant. Et en fait, ça m'intéressait surtout pour le levier. Pas tant pour l'immobilier en soi, mais je me disais, si je fais pas de levier, je rate, je laisse de l'argent sur la table. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est que le levier, mais juste avec quel âge t'as apporté combien pour financer et il coûtait combien l'appart? J'avais quel âge? Alors là, j'ai 33 ans. Je pense que c'était il y a 5 ans, je dirais Ok. 4 ans. Donc tu vois, je devais avoir 28, 29. Ouais. C'était assez particulier parce que je venais de quitter mon job, donc je n'avais pas d'emploi. Ok. Mais Donc, j'avais... t'as fait des fausses fiches de paye? Non, j'ai pas fait ça. Moi, je suis très clean. Je venais de quitter mon job dans lequel j'avais fait un exit, donc j'avais touché un peu de liquidité. Ouais. Et donc, en fait, c'est ça qui avait convaincu la banque. Ok. Parce que, mais bon, donc, comme quoi c'est possible d'emprunter sans CDI. Ok. Voilà, je l'ai fait, mais c'était une bonne galère. Et l'appart, il a coûté 120 000 de mémoire. Ouais. 120 000, il était meublé. Ouais. Et il y avait déjà un locataire dedans. Donc, c'était Ok. vraiment le truc clé en main. Moi, je suis un feignant. Tout ce qui ne concerne pas mon boulot, je suis très feignant. Donc, c'était hyper facile. J'ai apporté beaucoup, du coup. J'ai dû apporter, je crois, 40 000. Ouais. Et je me suis fait financer le reste à 1% sur 15 ans. Et B. Voilà, c'était Une autre époque. C'était la belle époque. Ouais. J'ai pas réussi à obtenir plus. Et à l'époque, on me disait, ouais, 1%, c'est énorme. Tu aurais pu faire 0,80 Ouais. sur 20 ans. Bon. Mm. Mais en tout cas, c'était une opération facile parce que le gars, il était déjà là. Il y avait déjà un locataire dedans. Il y avait déjà tout. Et puis, vu qu'il était marchand de biens, le vendeur, il avait vraiment mis ça au cordeau. Ok. Sauf que le locataire est parti le premier mois. Donc, tu vois, tout s'est effondré. Le rêve s'est effondré dès le début. Donc, Ouais. j'ai été assez rapidement dans la réalité du limo. Tu dis souvent que, donc, quand tu fais tes vidéos un peu sur Finery, que l'immobilier, c'est une des premières strates dans l'investissement, avant la crypto, avant les PEA, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le comportement des investisseurs en France et comment ils réfléchissent, quoi? Je pense qu'en France, on aime bien ce qui est tangible. Tu Ouais. vois, le bâtiment, c'est facile d'imaginer qu'il ne va pas disparaître demain, alors qu'un titre financier comme une action, finalement, tu l'as jamais eu dans la main, donc c'est un peu difficile Ouais. de se projeter. Et la réalité, c'est que pour construire un patrimoine, le plus rentable et le plus simple, c'est d'investir dans les marchés financiers, et plus particulièrement dans les actions, parce qu'en fait, acheter une action, c'est juste acheter une part dans une entreprise qui va générer du profit, et donc quelque part, tu deviens propriétaire. Tu peux devenir propriétaire d'Apple, de Google, des boîtes magnifiques, Ouais. et surtout, tu fais rien. Mm. Tu appuies sur un bouton, tu achètes, et tu appuies sur un bouton, tu vends. Mm. Et tu touches des dividendes entre les deux. Donc toi, Bah, le combat de ta vie, c'est d'encourager les gens à investir plus dans des actions en France plutôt que dans l'immobilier, quoi. c'est d'investir tout court. Ouais. C'est pas, je pense que c'est pas, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, c'est Ouais. plutôt l'un et l'autre. Ouais. Mais je pense qu'il faut pas faire une fixette sur l'immobilier. L'immobilier, c'est génial. Et Ouais. on reparlera des galères, mais la réalité, c'est que tu peux faire un crédit, tu peux t'endetter. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Tu peux t'endetter à taux fixe sur une très longue période. Ouais. Alors oui, là, tout le monde dit, attention, les taux à 4%, mais les gars, allez en Angleterre, allez aux États-Unis, vous allez voir ce que c'est des taux variables. Parce que nous, en France, en fait, on a une espèce d'option, on a un hedge, on est couvert. Parce qu'au pire, qu'est-ce qui se passe? Les taux, ils montent. Nous, nos taux, ils changent pas. Les taux, ils baissent, on renégocie. Donc, en fait, on a une option parfaite
qui est complètement en notre faveur. Donc, en finance, on dirait c'est asymétrique en notre faveur. Donc, en fait, la banque est complètement là dans l'os. Et 99% des crédits, je regardais encore hier, 99,5% des crédits produits en France, là, en ce moment, c'est du taux fixe. Donc, on a une chance énorme. Donc, oui, il faut utiliser ça parce que la banque nous prête si on a un CDI. Ouais. Mais ça ne devrait pas être la seule stratégie. Et il faut quand même avoir conscience que tu achètes un appart, typiquement, tu achètes ta résidence principale, tu vas mettre beaucoup d'argent sur un seul bien. Tu vas être hyper à risque sur des problèmes. Il y a eu plein d'histoires. Je suis sûr que tu as eu plein d'histoires d'horreur quand ça tourne mal. La réalité, c'est que si tu achètes un fonds indiciel qui va répliquer le S&P 500, l'indice boursier américain majeur, ou le Nasdaq, ou le CAC 40, peu importe, et ben, tu vas avoir 50, 100. Le MSCI World, qui est l'indice des 2500, non, 3000 plus grosses sociétés mondiales, bon, bah voilà, 3000 sociétés en un titre. Donc, tu achètes un fonds, tu as 3000 sociétés, 60% États-Unis, 30% Europe, tu as du Japon. Et ça, historiquement, la croissance est assez régulière et moins risquée que... Alors, et historiquement, le S&P 500, c'est 10% par an depuis 100 ans. Okay. Donc, si on te dit, je te donne 10% par an, tu fais rien, c'est tentant. Mais en fait, la réalité, c'est que, et c'est pour ça que les gens ont peur de la bourse, c'est parce que le cours, il fluctue tous les jours, alors que ton immobilier, bah, le prix, il fluctue pas tous les jours, tu l'as pas devant les yeux. Donc, c'est une peur qui est complètement, qui est un peu irrationnelle. Et moi, mon combat, en tout cas, c'est de dire, bah, si tu t'éduques, en fait, tu vas comprendre comment fonctionnent les marchés financiers. Et tu vas comprendre les classes d'actifs et tu vas comprendre ma pyramide patrimoniale qui est, en gros, tu montes progressivement. Tu ne commences pas à investir en crypto, en start-up en premier. Tu fais d'abord les basiques, quoi. Tu constitues ton matelas de sécurité, après tu fais de l'IMO, après tu fais des actions, après tu peux faire de la crypto si tu veux, et après tu peux faire des trucs un peu plus exotiques. Mais tu vois, il faut y aller progressivement. Et la réalité, c'est que tu peux déjà t'arrêter, en fait, si tu fais de l'IMO et des actions, franchement, tu peux faire un super beau patrimoine. Et toi, quand on est un investisseur un peu averti comme toi, est-ce qu'on a tendance à avoir des profils plus risqués ou plus sages de manière générale ? Plus risqué, forcément. Tu vois, il faut... en fait, la réalité, c'est que le risque, c'est de ne rien faire. Donc, typiquement, je suis sûr que si je demande à des gens dans la rue de me présenter leur patrimoine, ils vont me dire « Ah, moi, j'ai 20 000 euros sur mon livret A, c'est super safe. » Bah non, c'est pas super safe du tout. Parce que tu es sûr de perdre à 100% la différence entre l'inflation et le rendement du livret. Donc, en gros, le livret, il rapporte 3, l'inflation, c'est 6, bah voilà, tu as perdu 3% à 100%. Donc, il n'y a pas de débat, tu vois. Alors que si tu investis en bourse, ah oui, ça va fluctuer. La réalité, c'est que statistiquement, sur le long terme, tu vas faire 10% par an brut d'inflation. Donc, net d'inflation, tu feras 7%. Avant impôt et tout. Mais... J'ai l'impression qu'on a, en France en tout cas, très peu de culture sur le sujet. Tu penses que ça vient d'où ? Enfin, j'imagine que c'est beaucoup plus le cas aux États-Unis, mais... Moi, franchement, même aujourd'hui, la bourse, les actions, etc., c'est quand même très lointain. Enfin, je sais pas, en France, on est zéro là-dessus, non ? Ouais, on est nul. Comment ça se fait ? Bah écoute, est-ce que tu te souviens, pendant ton cursus primaire, secondaire, surtout secondaire, avoir entendu parler de finances personnelles un jour ? Non, jamais. Voilà. Est-ce que tu as fait des études supérieures, j'imagine ? Ouais. Est-ce que tu te souviens avoir entendu parler de finances personnelles ? Non, jamais. Voilà. Alors que, tu vois, moi, j'ai fait des études de finance et on m'a dit, voilà comment on peut pricer une option, voilà la macroéconomie, on m'a appris plein de trucs qui servent à rien dans la vraie vie. Et on n'a pas passé 10 minutes à m'expliquer comment gérer mon propre argent. Ouais, les impôts. Exactement. Ouais. On devrait l'intégrer dans les cursus. Bien sûr, ça devrait être la base, en fait. Tu vois, tout le monde est là à dire, oui, il faudrait faire des livrets, il faudrait faire je sais pas quoi. Mais non, mais faites juste un cours de finances personnelles au collège, au lycée, et ensuite, vous faites un cours en études supérieures. Franchement, vous faites 3 heures à chaque fois. Les 3 heures, c'est les 3 heures les plus rentables de ta vie parce qu'en fait, tu vas comprendre ce que c'est l'inflation, tu vas comprendre ce que c'est la diversification, tu vas comprendre que la bourse, c'est pas dangereux en fait, c'est le livret qui est dangereux. Donc, si tu as déjà ça, et tu vas comprendre aussi que défiscaliser, c'est pas une stratégie, tout le monde est là. Tu vois, pour moi, si tu veux repérer quelqu'un qui ne sait pas investir, le premier truc qu'il te dit, c'est je peux baisser mes impôts. Voilà. Bah, tu sais pas investir en fait. Parce qu'en fait, l'investissement, c'est s'enrichir de façon fiscalement optimisée. La finalité, c'est pas de baisser mes impôts. Moi, je préfère avoir plus d'argent, payer plus d'impôts. Mais juste, je vais faire en sorte, une fois que je suis sûr de gagner le max, de baisser ma facture. Et on verra en immobilier, il y a plein de façons de baisser sa facture qui sont vraiment, vraiment simples. D'ailleurs, c'est une des dernières vraies niches fiscales qui existent. Ah bah parfait. Mais c'est pas la finalité, tu vois. Ça nous fait une transition parfaite. Sur un peu, est-ce que tu peux nous présenter ton patrimoine sur combien de biens ? Est-ce que leur répartition ? Alors, donc, tu me disais que tu étais plutôt locataire de ta résidence principale. Donc, je suis complètement locataire. C'est plutôt du locatif, du coup. Complètement locataire à Paris, parce que j'ai un très bon deal. Okay. Et aussi, j'ai essayé d'acheter ma résidence principale récemment. Et vu que je suis entrepreneur, on ne prête pas aux entrepreneurs, tu vois. Donc, tu vas avoir une belle boîte. Donc, en gros, moi, j'ai fait une croix là-dessus. Ouais. Donc, tu as des investissements locatifs. Donc, investissements locatifs, tous en LMNP. Il y en a combien ? Aujourd'hui, il y en a 2. Ils sont tous en... C'est quoi LMNP ?
LMNP, alors C'est ça la niche miracle? alors je sais pas si c'est la niche miracle, en tout cas c'est la niche dont on annonce la fin chaque année depuis 10 ans, je pense. Ok. Tu vois, on dit le LMNP ça va se terminer, loueur meublé non professionnel. Bon, concrètement, tu peux amortir les coûts les coûts de rénovation et d'exploitation de ton bien sur tes impôts. Donc c'est incroyable. Le premier que j'ai acheté, je l'ai mis en location longue durée. Donc là, tu vois, c'est vraiment, on est en direct puisque le gars m'a annoncé avant-hier qu'il partait. Donc là, je le mets en Airbnb pour tester. Okay. Et là, j'en ai acheté un autre et c'est en Savoie. On pourra parler de la Savoie. Pourquoi c'est ta terre natale, non? C'est ma ville natale. Alors la première, c'est ma ville natale, c'est Chambéry. Deuxième, c'est Aix-les-Bains, qui est la ville juste à côté. Je connais bien et je pense qu'il faut d'ailleurs acheter dans les endroits qu'on connaît. Et je pense qu'il faut pas aller acheter à Roubaix un immeuble de rapport parce que voilà, c'est du 10%. Sauf si tu connais Roubaix et que tu vois qu'il y a des choses à faire, d'une rue à l'autre, tu vas pas du coup comprendre les dynamiques du quartier. Ouais. Donc les deux en LMNP et donc là les deux maintenant à Airbnb. Okay. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. C'est une expérience. Là pour l'instant, pourquoi tu fais du Airbnb du coup? Pour deux raisons, parce que rentabilité plus forte sur le papier, pas d'encadrement en termes de nombre de nuits que tu peux faire, donc je teste en fait. Okay. Je teste et j'ai négocié une franchise de prêt sur le deuxième. Okay. Donc en gros, je me dis, bon, voilà, j'ai 6 mois là pour voir ce qui se passe et ensuite, si je vois que ça marche pas, je repasserai en traditionnel. Et tu t'évoquais au tout début de l'interview quelque chose qui s'appelle l'effet de levier. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc tu as acheté ton premier appartement et c'est important pour toi pour l'effet de levier. Ouais. C'est quoi l'effet de levier? C'est le fait d'emprunter à une banque en gros. Donc le jour où moi je signe le compromis, en fait, je vais mettre X et la banque va mettre 2, 3, 4X. Et donc moi dans mon cas, j'ai mis 40 000 et la banque a mis 80 000, tu vois. Ouais. 80, non, un peu plus, 90 000 je crois. Ouais. Non, c'était 135 000 l'achat, plus les frais de notaire, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc en gros, la banque a mis à peu près 90 000 d'emprunt. Ouais. Et la réalité, c'est que cet argent-là, la mensualité qui s'ensuit, qui je crois est à 550, c'est pas moi qui la rembourse, c'est mon locataire. Donc en fait, il y a un système dont je suis l'usufruitier, mais c'est d'autres gens, il y a quelqu'un qui a prêté et c'est l'autre qui rembourse. Ouais. Donc en fait, c'est magique. Donc si tu arrives à faire ça à grande échelle, et c'est ce que font les professionnels immobiliers ou les marchands, ou les très très bons marchands de biens, en fait, tu peux t'enrichir. Et donc, en France, on a cet avantage qui est énorme, qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, je pense que tu as eu Alex de Beanstalk sur ton podcast, et lui, il le dit tout le temps, on a un système qui est unique. Et d'ailleurs, je pense que c'est un marché intéressant maintenant pour acheter, parce que oui, les taux sont élevés, mais en même temps, les prix sont aussi en baisse. Ouais. Donc, est-ce que tu peux pas négocier un peu avec un vendeur ? Le vendeur, au bout d'un moment, il est obligé de vendre, quoi. Le vendeur qui vend pas, ça n'existe pas. Et justement, tu parlais de formule magique un petit peu avec ces taux fixes et le remboursement par le locataire avec la situation tendue. Ouais. C'est quoi toutes les galères, toi? Parce qu'il y a quand même des galères là-dedans. Ouais, il y en a plein. C'est quoi les grosses galères que tu as rencontrées? Même là, j'en ai plein encore. Ça me fatigue rien que d'y penser. Mais la première galère que j'ai eue, c'est que déjà, mon locataire est parti. Donc, je me suis dit, zut, moi, je pensais que ça allait être hyper simple. Le gars s'en va. Ok, je mets un nouveau locataire dedans. Ça se passe bien finalement. Là, je reçois un email de l'agence, comment s'appelle le syndic de Copro, qui n'était pas Matera malheureusement, mais un sombre syndic qu'on ne citera pas. Et il me dit petit problème, l'immeuble va s'effondrer. Il faut faire quelque chose. Rendez-vous et il organise une réunion dans 2 mois. Je leur dis mais si l'immeuble va s'effondrer, on peut se parler maintenant quoi. En fait, c'est quoi le problème là concrètement? Et ils nous disent ouais, il y a un problème dans la toiture, je sais pas quoi. Donc en fait, après un énorme truc à la con, on se rend compte que finalement, c'est pas si grave que ça. Et en fait, on passe de tout va s'effondrer à en fait 2 000 € de travaux règle le souci. Okay, mais bon, ascenseur émotionnel de dingue. Ouais. Après, j'ai eu évidemment la classique fuite chez le voisin qui me flingue l'appartement. Et c'est là où, tu vois, on parle d'acheter un bon bien, mais il faut aussi avoir un bon locataire. Ouais. Parce que moi, j'ai eu le locataire, il m'a envoyé des photos, il m'a dit du coup, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai prévenu un tel. En fait, le gars, concrètement, il a géré ça pour moi. Il n'avait pas d'agence et j'ai toujours pas d'agence sur ce bien d'ailleurs. Donc, tu penses que c'est un bon moyen d'avoir des bons locataires, de ne pas passer par une agence et de gérer en direct? Franchement, ouais. Et après, en fait, ce qui est hyper pénible, c'est aussi, de temps en temps, ils t'envoient des 4 000 € de rénovation, tu sais pas d'où ça sort, quoi. Il faut refaire tel truc dans la cage d'escalier. Et donc, c'est pour ça que ça me fait vraiment rire de voir les gens qui disent l'immobilier, cash flow positif, c'est super simple. Ouais, sauf que la réalité, c'est que, encore une fois, c'est du concret. Et le concret, ça perd de la valeur, ça je sais pas, il y a des tempêtes. Là, il y a des gens qui, hier, tu vois, tu avais un bien en Bretagne. Je pense que tu pleurais parce que concrètement, il y avait peut-être la toiture qui allait être arrachée par une tempête. Et ça, c'est juste un truc. Et encore, j'ai pas eu le locataire qui paye pas, mais j'ai entendu des histoires d'horreur sur des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles et qui ont eu beaucoup plus de turnover, de gens qui payent pas. Parce qu'en fait, en France, il y a quand même ce problème de pouvoir sortir les mauvais payeurs. C'est là, je sais pas si on est déjà en trêve hivernale, je crois.
bah, concrètement, c'est pour ta pomme, quoi. Ouais. Donc, tu vois, finalement, je m'en sors assez bien, je trouve, mais parce que j'ai acheté déjà des appartements qui étaient rénovés. Donc la pub YouTube qui te promet des revenus passifs sans rien faire, Bah, pourquoi pas, tu vois, mais franchement, la vraie pub YouTube, ça devrait être... Tu peux être actionnaire de Apple. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Apple, c'est des produits de dingue. Bah ouais, si tu fais 10% par an avec Apple, la seule différence, c'est que finalement, tu peux pas te leverager encore une fois. Ça, c'est dommage. Mais Donc avoir de la dette, avoir de la dette, pour etc. acheter, Et tu vois, sur Finari, on a vraiment plein de gens qui disent, moi, j'ai tout vendu, tous mes appartements, pour soit aller complètement en bourse, parce qu'au moins c'est liquide et c'est simple, ou alors faire de la pierre papier comme de la SCPI. Il y a juste la pierre papier 2 minutes. Ouais, il y a vraiment l'immobilier physique et il y a la pierre papier. Et un des véhicules made in France, c'est vraiment un truc qui n'existe nulle part ailleurs. C'est la SCPI, c'est un nom horrible, franchement. Il faudrait qu'on change le nom parce que ça fait hyper ringard, ça fait, on dirait une administration. Et concrètement, c'est juste un fonds qui va collecter de l'argent et qui ensuite va le déployer dans une stratégie. Et donc, ça peut être de la logistique, des bureaux, des commerces. L'habitation, mais c'est plus rare. Okay. Et donc, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter, tu vois, tu regardes à Paris ou dans les grandes villes, la plupart des bâtiments sont détenus par des asset managers, des gérants d'actifs immobiliers, et certains d'entre eux sont des SCPI. Okay. Et donc, la SCPI, elle va reverser ensuite les loyers, elle va collecter les loyers, elle va reverser ses loyers à ses sociétaires. Donc, toi, si tu as des parts de SCPI, si tu as une part, tu vas toucher 4, 5, 6% de rendement par an, brut. Il faut payer des impôts là-dessus, ça dépend quand tu les as achetés. Bah, c'est une façon finalement assez simple de faire de l'immobilier. Tu fais rien, littéralement, alors que la SCPI, eux, ils vont gérer peut-être un parc de 100, 200, 300, 400 locataires. Donc, tu es hyper diversifié. Donc, oui, tu laisses de l'argent sur la table. Moi, j'ai des SCPI, c'est beaucoup moins rentable que mes appartements. Mais moi, je fais rien. Merde. Et tous les 3 mois, on me fait un virement et on me dit, voilà les loyers. Ça va, tu vois. Et alors, tu disais que tu avais investi dans des SCPI. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la répartition entre tes investissements IMO, les SCPI et les actions, éventuellement la crypto? C'est quoi Alors, j'ai pas mon Finari sous les yeux, mais en gros, dans l'immobilier, ça doit représenter 40% de mon patrimoine à peu près. Et je dirais que c'est 30% les apparts et 10% des SCPI. J'en ai 3 aujourd'hui qui sont, tu vois, des SCPI françaises. Je pense que si je devais le refaire, je mettrais plus de SCPI différentes et je répartirais mieux les montants. Parce que j'ai investi beaucoup plus sur une. Je ne sais plus pourquoi, tu vois, parce que je la trouvais bien. Ouais, je n'ai pas forcément réfléchi super longtemps à l'époque à la stratégie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les SCPI, quand tu revends tes parts, bah, tu as une décote assez forte. Donc, en fait, le prix d'achat est largement supérieur au prix de vente. Parce qu'ils veulent pas que les gens vendent leurs parts. Ils veulent avoir un actionnariat stable. Et le reste, c'est des actions et de la crypto? Donc, en gros, moi, j'investis en actions, effectivement. C'est la majorité de mon patrimoine, tu vois. J'investis quasiment que en ETF. Tu peux expliquer ce que c'est un ETF? L'ETF, franchement, c'est encore un acronyme à la con, mais c'est la meilleure façon d'investir en actions. C'est un fonds indiciel. Donc, en gros, le fonds ne va prendre aucune décision de gestion. Le seul but du fonds, c'est de répliquer un indice, donc comme le CAC 40, le MSCI World, qui sont en gros des indices actions. Ce qui est vraiment important quand on investit, d'ailleurs aussi quand on investit en immobilier, c'est de regarder tous les frais qu'on va se faire ponctionner. Et en fait, en action, il y a un peu ce mythe de dire on peut battre le marché. La réalité, c'est qu'on ne peut pas battre le marché. Enfin, c'est très dur. Il y a quasiment personne qui bat le marché. Si on regarde par exemple Warren Buffett, je pense que tout le monde connaît ou a entendu parler de Warren Buffett à un moment, lui, il bat le marché sur 60 ans, effectivement. Mais là, sur les dernières années, généralement, il n'y arrive pas trop. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui fait ça depuis 60 ans, il a un edge de dingue et tout. Donc, en fait, la théorie financière, maintenant, veut que les marchés sont efficients. Donc, en fait, le prix actuel, c'est le bon prix. C'est très dur de faire mieux. Donc, autant acheter le marché plutôt que d'essayer de le battre. Il y a plein de gérants professionnels qui essaient de le faire toute la journée, qui prennent beaucoup de frais pour ça et qui n'y arrivent pas. Il y a plein d'études qui prouvent ça, notamment une étude qui s'appelle Spiva. Et donc, ces gens-là sont hyper sophistiqués, ils ont des traders, ils ont des analystes, ils ont tout ce que tu veux. Voilà. Donc ça marche pas. Moi, j'achète que des ETF. J'achète MSCI World, Europe et S&P 500. Et en fait, tu vois, je fais ce qu'on appelle un DCA. Donc, tous les mois, j'investis un montant fixe, dollar cost average. Donc, je mets un montant fixe sur ces ETF. Et même maintenant, j'ai arrêté de mettre plusieurs ETF. J'ai plus qu'un ETF. Et en ce moment, je fais que du S&P 500. Et comment on fait pour investir et acheter ces ETF? En gros, tu as 2 choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Et après, tu as l'enveloppe dans laquelle tu vas détenir le sous-jacent. Donc, tu peux prendre un compte titre. Donc, tu vois, typiquement, Trade Republic, c'est un compte titre. Tu peux aller sur Boursorama aussi, il y a un compte titre. Tu peux l'acheter via un PEA, qui est une enveloppe qui a des avantages fiscaux qui est vraiment très intéressante, donc que je recommande fortement. Le problème du PEA, c'est que tu peux que investir 150 000 € dessus. C'est-à-dire que dès que tu as versé 150 000 €,
Après, tu as atteint le plafond. Donc, ton PEA peut valoir des millions, mais toi, tu n'auras jamais pu verser plus que 150 000. Ok. Par contre, tu ne paieras pas d'impôt sur la plus-value. Et la troisième enveloppe, bon, il y en a d'autres, mais disons que la troisième enveloppe vraiment phare en France, c'est l'assurance vie, qui n'a rien à voir avec une assurance. En fait, c'est juste une enveloppe fiscale. Ouais. Elle, ce qui est bien, c'est que tu as des avantages fiscaux aussi. Et il n'y a pas de limite en termes de montant. Donc, tu peux investir 100 millions si tu as justement 100 millions qui traînent. Okay. Et tu vas pouvoir aussi investir dans des ETF, dans des actions, dans plein de choses. On a quelques questions un peu ping-pong comme ça. Donc, tu as déjà commencé à y répondre, mais acheter d'abord sa résidence principale ou un investissement locatif? Tu connais ma position. Ouais. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est que il n'y a pas de bonne réponse. Enfin, ça dépend au final. C'est quoi les critères? Ça dépend de quoi? Tu vois, si je devais refaire le film... moi, je suis arrivé à Paris, j'ai fait mes études et en gros, la première fois que j'ai pu envisager un achat d'appartement, c'était quand j'ai signé mon premier CDI. Il y a 8 ans, un truc comme ça. Plus de 8 ans. Et à l'époque, tu vois, il y avait des appartements dans le 11e ou même vers le canal Saint-Martin qui valaient 300 000, des trucs à 55 mètres carrés. Et c'était des taux ridicules. Donc, la réalité, ça vaut combien aujourd'hui? Je pense que ça vaut le double. Ou 2,5 fois plus. Ça dépendait bien, tu vois. Mais encore une fois, tu as acheté un bien pourri à l'époque, ça vaut quand même beaucoup moins qu'un super bien. Donc, est-ce que à l'époque, tu vois, j'aurais dû prendre le levier probablement, parce qu'en fait, ça m'aurait pas empêché en parallèle de continuer de faire mes investissements en actions. Ouais. Bon, je peux pas refaire le film malheureusement. Donc, dans un environnement de taux bas, en tout début de carrière, pourquoi pas acheter sa RP si on a l'opportunité? Mais la réalité, c'est que faire du bien locatif, ça reste quand même marginalement plus rentable. Ouais. Et bon, après, c'est pas moi qui vous le dis, mais il y a quand même plein d'entourloupes qu'on peut faire. On peut par exemple dire je vais acheter ma RP alors qu'en fait c'est un bien locatif. Il y a aussi plein de gens qui font 2 achats en parallèle avec 2 banques. Ah ouais. Et donc du coup en fait ils vont chercher le double de leur capacité d'emprunt. Ça, tu peux détailler un petit peu comment on fait ça? Je l'ai pas fait, mais en tout cas je connais plein de gens qui le font et en fait je sais pas, les banques se parlent pas, tu vois. Il y a pas de impôt.gouv, il y a pas de banque.gouv, machin où en fait ils peuvent voir tiens Raph en ce moment il a un dossier chez toi et chez moi, c'est bizarre. Ouais. Ça n'existe pas. Ouais. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu vas voir le CIC ou n'importe qui, tu dis bonjour, j'ai envie d'acheter ces 2 appartements. Tu vas au max, par contre il va comme un cochon. Je vais acheter ces 2 appartements et en parallèle tu vas voir une autre banque, tu dis bonjour, je vais acheter ces 2 appartements, ces autres appartements. Ouais. Et en fait tu achètes les 4 en même temps. Et ça c'est une technique assez classique que beaucoup de gens font, comme beaucoup de gens font la technique de la RP où tu dis je vais acheter ma résidence principale. C'est quoi la technique de la RP? C'est de dire que tu vas acheter ta résidence principale. Du coup, les gens disent génial, tu vas pas plus payer de loyer. Donc, vu qu'ils enlèvent le loyer, ta capacité d'emprunt elle augmente. Et donc, tu peux emprunter plus. Donc, tu peux faire un plus gros achat. Et en fait, tu achètes un immeuble, tu le découpes et tu fais des C'est magnifique. Louer meublé ou en vide? Meublé. Alors là, franchement, celui qui loue en nu en France, c'est juste qu'il aime les impôts, quoi. Et même, en fait, il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucun avantage. Le seul avantage qu'on pourra avoir, c'est que c'est vrai que tu vas avoir des locataires qui sont plus longue durée. Mais tu vois, sur mon LMNP, le premier, le locataire, il est resté 3 ans. Alors peut-être que j'ai eu de la chance et dans un an, je te dirais, Raph, le mec, j'ai un locataire qui part tous les mois, c'est chiant. Ouais. Mais bon, franchement, tu te fais éclater en 2 en termes d'impôts. Ça vaut pas du tout le coup. Gérer seul ou avec une agence? Ça dépend, tu vois. Sur le Airbnb, j'ai une agence parce que je suis pas du tout sur place. Encore une fois, je te dirais dans 6 mois si ça vaut le coup avec l'agence. Ouais. Mais je pense que, en fait, c'est si tu es dans la ville, au début, fais-le toi-même pour comprendre et après, délègue. Parce que tu auras identifié en fait là où il faut mettre l'accent et ce que tu peux gérer toi-même. Okay. Mais au début, moi, après, c'est ma façon de travailler. J'aime bien faire moi-même avant de déléguer. Ok, très clair. Tu as fait un petit post LinkedIn récemment au sujet de l'IMO qui s'appelait La fête est terminée. Ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi la fête est terminée? Alors, je me souviens plus du post, j'en fais tout le temps. Merde. C'est peut-être une IA qui l'a écrit. Ouais. Je sais plus ce que j'ai raconté, mais je pense que c'est cette histoire de taux, tu vois. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un marché qui a repris... En fait, c'est pas simple de vendre un bien. Et les gens qui pensaient qu'ils allaient facilement vendre leur bien, tu vois, 20-30% de plus que ce qu'ils avaient acheté, ça marche plus. Ouais. Ça marche plus et on le voit déjà à Paris. Et encore Paris, je pense que c'est le pire, mais on le voit dans plein de marchés. Donc le marché, il est grippé et tout le monde se dope en fait au crédit. Donc s'il n'y a plus de crédit, en fait, l'immobilier, il n'y en a plus. Ouais. Le marché s'arrête, mais instantanément. Et franchement, c'est assez impressionnant. Mais c'est souvent dans ces moments-là en fait, qu'il faut rester attentif. Et tu vois, tu parlais des passoires thermiques. Peut-être qu'effectivement, les passoires thermiques... Bon, je trouve qu'on en entend trop parler pour que ce soit une bonne affaire, tu vois. Mais il y a des trucs... En ce moment, il y a des bonnes affaires à faire, je pense. Ouais. Notamment, et la vraie bonne affaire à faire, si tu as justement 20 millions qui traînent, c'est d'acheter du bureau. Parce qu'en fait, tout le monde est là, le bureau, c'est nul. Tout le monde va travailler en remote, etc.
Moi, j'y crois pas du tout. Ouais. Et bah, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu peux négocier des bureaux, mais à la casse complète, parce que les mecs sont désespérés, ils doivent se débarrasser du truc. Voilà, le problème, c'est que ça coûte cher et que c'est un truc professionnel. Donc, je suis pas sûr qu'un particulier ait un intérêt à le faire. Peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est d'investir dans des SCPI qui viennent de se constituer. Parce qu'en fait, elles ont un passif qui est très propre, parce qu'elles ont elles ont très peu de biens. Tu vois, elles viennent de les acheter là. Elles les achètent à des vraies bonnes conditions. Les SCPI qui ont 20 ans, elles les achètent elles les ont achetées à des conditions pourries, tu vois. Ouais. Donc, il y a peut-être un arbitrage à faire là-dessus. Mais c'est souvent dans ces moments-là, quand même, c'est souvent dans les crises qu'il y a les meilleures affaires à faire. Donc, moi, je resterai aux aguets. Et surtout, si on peut emprunter, moi, je pense qu'il faut continuer à acheter. Parce qu'il y a un bon bien dans un bon emplacement. Ça se louera tout le temps, quoi. Et alors, est-ce que tu as un prochain projet IMO? Alors, est-ce que tu vas acheter les bureaux de Fenari, du coup? Bah, figure-toi que j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et d'ailleurs, je connais des gens qui bossent littéralement sur ce produit-là. Okay. Parce que je pense que il y a un vrai business à faire. Donc, je pense que acheter ces bureaux, et d'ailleurs, celui qui en a parlé pour la petite histoire, c'est Mathieu Stéphanie. Est-ce qu'il y a un parcours d'investisseur qui t'inspire et qu'on devrait inviter sur ce podcast? Ouais, il y en a plein. Moi, celui que j'adore, que j'ai eu sur mon podcast d'ailleurs, c'est Frédéric Puzin. C'est justement le fondateur de Quorum, qui est, je pense, le plus gros gérant de SCPI en France. Okay. Et en fait, en 10 ans, il est passé de nouveau sur le marché à numéro 1. Et tu verras que lui, en fait, sa théorie, c'est d'aller dans les marchés en crise. Donc, tu vois, il n'a jamais investi en France. Okay. Il est allé en Espagne. C'était la méga crise financière. Ouais. Après, il y a eu le Brexit. Il est allé en Angleterre alors que tout le monde partait. Donc, t'inquiète, il a racheté des trucs à la casse absolue. Ouais. Et là, il fait quoi? Il arrive en France. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde est en train de se solder. Donc, j'aime bien les gens qui sont contrariens. Et c'est quelqu'un qui a des opinions très fortes. Et c'est quelqu'un qui te dit qu'il n'aime pas l'immobilier. Alors que c'est littéralement tout son business. Et qui n'a d'ailleurs, je lui ai demandé s'il avait acheté ses bureaux. Il m'a dit non, je déteste ça m'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est de faire un service de qualité et tu vois, de faire du rendement. Ouais. Et il se trouve qu'il a trouvé sa niche qui est d'aller à contre-courant. Donc je pense que c'est un bon invité à avoir. Ça roule. Et si tu peux nous faire une petite intro, ce serait cool. Je vais voir ce que je peux faire. Merci beaucoup d'avoir participé et merci beaucoup pour tous les conseils. Merci Raph. À toutes. Salut. Ciao.